Nous allons aborder trois sujets avec notre invité, le Burkina Faso et l'érection de la première pierre d'un monument à la mémoire de Thomas Sankara. Nous irons en Mauritanie pour parler de cette première entrée du Collège de défense du G5 Sahel. Et puis, la France, remaniement ministériel. Est-ce que Macron tient finalement le bon bout? On reçoit pour évoquer ces sujets Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Niaoui. Le Burkina, pour commencer, la première pierre d'un monument à la mémoire de Thomas Sankara a été posée lundi à Ouagadougou, 31 ans jour pour jour après l'assassinat du père de la révolution burkinabé, parfois qualifié de Tché africain. La statue de 5 mètres de haut, un bronze en ronde de bosse, sera érigée sur une superficie de 4 hectares au siège du Conseil national de la révolution, où le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987. À 37 ans lors d'un coup qui porta au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré. Maître Sosa, déjà, est-ce qu'il faut dire que c'est ce qu'attendent les Burkinabés à cette heure-ci? Mais pas uniquement les Burkinabés. Je crois que de Sankara, on peut dire qu'il a déjà acquis le statut de monument et de stèle dans le cœur et dans les esprits de beaucoup d'Africains. Il a marqué le monde, sans aucun doute. Quand on dit le Tché africain, je crois que la comparaison est tout à fait justifiée parce que, on se souvient, je crois que c'est quelqu'un qui l'a connu, Jean Ziegler, qui disait que Sankara, lors de leur dernière conversation, parlait du Tché. Et il se demandait si, comme lui, n'allait pas mourir à 39 ans. Le Tché est mort à 39 ans. Et il est resté éminemment vivant dans l'esprit des gens. Et je crois que Sankara a à peu près acquis cette même dimension mythique. Et ce n'est que justice qui lui est faite, parce que, voyez, ceux qui l'ont tué, même si ils continuent de vivre, ils ne sont que cliniquement vivants. Sankara, même mort, reste encore extrêmement vivant. Et c'est ce qui compte. Vous voyez, les lâches, ils meurent 1000 fois. Mais les hommes droits, courageux, ne meurent jamais. Voilà. Alors, mais on va ériger un monument à sa mémoire, mais jusque-là, on ne connaît pas véritablement la vérité sur les conditions de sa mort. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut commencer d'abord? Ah bon? Mais on l'a dit et redit. Il y a eu des récits de la mort de Sankara. Il y a le seul survivant qui était sur la scène a parlé, a décrit les conditions et les circonstances dans lesquelles il a été abattu. On a qualifié aussi ces descriptions d'assez inexactes. Non, on a plutôt dit, parce que après avoir vécu cela, il a eu quelques troubles mentaux. On a mis ça sur le coup de sa santé mentale. Mais je mets au défi n'importe qui parmi nous, normalement constitués, après avoir vécu ça, d'en ressortir tout guilleret en ayant gardé aucune séquelle. Non, on sait comment il est mort. On sait qui sont les commanditaires de son assassinat. On sait que c'est derrière ça, la main de Blaise Compaoré est tachée de partout. Elle est gantée du sang de Sankara. On le sait, ça. Bon, aujourd'hui, on est en train de chercher quoi? Non, devant l'histoire, un jour, ils seront tous les deux jugés. C'est tout. Mais le problème, par exemple, on ne sait pas où repose sa dépouille. Parce qu'on a voulu faire un test ADN sur ce qu'on a longtemps présenté comme étant la tombe de Thomas Sankara. Ben oui, mais ça, par contre, il faudra qu'un jour, pour la mémoire et pour l'histoire, Monsieur Blaise Compaoré nous dise où est-ce qu'il a mis le corps de son ami lorsqu'il l'a zigouillé. C'est tout. Enfin, vous savez, tout le reste... Le peuple burkinabé n'est pas assoiffé de vengeance contre personne. Il faut bien dire une chose, je dis tout le temps avec beaucoup de respect pour ce peuple qu'il a des leçons à nous donner à chaque fois. On parle souvent des peuples qui ont réussi à faire catharsis comme ça, mais les Burkinabés ont formidablement réussi leur catharsis nationale. Il faut voir quand même comment l'après-Compaoré a été géré. Qui sont au pouvoir aujourd'hui? D'anciens collaborateurs de Compaoré. Il n'y a pas de vindicte contre eux. Donc, non, on demande justice, que M. Compaoré ait le courage de venir affronter la mémoire collective de son pays et un peu de justice.
qu'on le mette en prison pour le reste de sa vie ne va pas arranger les choses. En revanche, qu'ils disent exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, au nom de la vérité, simplement, la vérité historique, qui restitue les choses, et même les reliques de Sankara. Il aura rendu un grand service à l'humanité. Mais là, cette posture de fuyard international ne le grandit pas. Justement, est-ce qu'il ne faut pas une commission d'enquête, commission burkinabé d'enquête sur le sujet pour élucider ce point-là? Mais sur quel sujet? On a déjà abondamment parlé ça. Mais c'est à l'occasion justement d'une instruction sur les circonstances de la mort de Thomas Sankara qu'on a découvert par ADN que les restes qui étaient dans la tombe désignée pendant 30 ans comme étant la tombe de Sankara ne contenaient pas le corps de Thomas Sankara. Donc on y travaille quand même, vous voyez, et ils ne sont pas à corps et à cri en train de se plaindre en disant que l'enquête est complètement torpillée. Non, le temps de la justice est parfois lent. Il a quand même fallu 28 ans pour qu'on ose encore prononcer le nom de Thomas Sankara sans affronter l'ire de certains sicaires de Compaoré. Donc, ça va venir. Justement, ce monument, quand même, a pour objectif de célébrer la mémoire de Thomas Sankara, mais quand on célèbre la mémoire de quelqu'un dont on ne sait même pas où il repose actuellement, est-ce que ce n'est pas aussi ça qu'il faut? Il faut lui rendre cet hommage, savoir où il est, lui rendre les hommages dignes à un personnage de son rang. Mais c'est bien ce que je dis. Il va falloir fouiller, déminer, faire l'excavation de tout le sous-sol burkinabé pour trouver. Au moins qu'on puisse interroger ceux qui savent. Mais oui, Blaise Compaoré, pour l'instant, il s'est mis hors de portée de la justice burkinabé. Le général Gilbert Diendéré à supposer qu'il le sache vraiment, qu'il le dise à ce moment-là. Mais c'est-à-dire que, voilà, c'est pour ça que je disais que les lâches meurent 1000 fois et les hommes droits et braves ne meurent jamais. Voilà. Che Guevara, on sait qu'il a été bêtement assassiné, lâchement dans une ferme, mais il reste, je disais tout à l'heure, éminemment vivant dans l'esprit des gens. Et ceux qui l'ont tué, ils sont totalement restés dans l'anonymat. L'histoire retiendra que ce sont de vils assassins, puis c'est tout. Et c'est un peu la même chose de ce qui se passe dans le cas de Thomas Sankara. À la limite, peu nous chaud de savoir où il repose. Je dis, il a sa stèle dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est déjà beaucoup. Vous pouvez dire avec certitude où repose le corps du Christ. Et pourtant, 2000 ans, il continue toujours de toucher les cœurs. J'aimerais qu'il en soit autant pour Thomas Sankara. Peu importe qu'on sache. Mais non, symboliquement au moins, il y a une stèle pour lui. Ça sera le Vatican de tous les révolutionnaires africains. Justement, est-ce que le sacrifice de Thomas Sankara, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça que certaines autorités l'ont qualifié, est-ce que ça a un effet aujourd'hui sur le Burkina, sur le continent? Parce que pourquoi Sankara s'est battu, on a l'impression qu'on se bat encore aujourd'hui pour cela. Oui, justement, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas liquidée par la disparition physique de Thomas Sankara. C'est pour ça que je dis, justement, il continue ses discours, son œuvre et son combat pour la justice, pour la dignité, continue toujours d'ensemencer les consciences d'une jeunesse africaine qui ne l'a même pas connue. C'est toujours avec beaucoup de fierté que je vois des jeunes gens de 20 ans aujourd'hui réciter encore des discours de Sankara et citer des phrases et des pensées de Sankara. Allez me trouver dans le lexique, dans le répertoire, des gens qui sont capables de citer par cœur des phrases de Blaise Compaoré. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il ne s'agit pas d'être vivant cliniquement. Il faut vivre pour quelque chose. Il faut vivre en inspirant dignité, respect. Je pense que beaucoup de gens n'ont plus ce privilège-là. Et Thomas Sankara continuera de vivre dans nos cœurs et qui repose en paix où qu'il soit.
Second sujet, c'est la Mauritanie. Le collège de défense de l'organisation régionale G5 Sahel a ouvert lundi à Nouakchott ses portes à sa première promotion d'officiers supérieurs issus des 5 pays Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Le G5 Sahel a réactivé en 2017 avec l'appui de la France son projet de force majeure anti-djihadiste initialement lancé en 2015. La première promotion du collège rassemble 35 officiers supérieurs qui reçoivent des cours d'état-major et de guerre qui les préparent au passage au grade supérieur, celui de général en termes de formation, au terme d'une formation de 8 mois. Maître Sosa, la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre, on le dit souvent, asymétrique. Alors, quand on fait un collège militaire où on forme des gens, est-ce qu'on a réussi d'abord à maîtriser la guerre asymétrique? Bon, on forme des généraux. Oui. Au terme de leur formation, qui dure 8 mois, ils deviennent des généraux. Mmh. Eh bien, il ne faut pas créer une armée mexicaine parce que... Non mais attendez. Vous savez, bon, vous avez dit tout à l'heure, avec l'aide de la France. Oui. Donc, bon, ce seront des généraux toujours caporalisés par l'armée française. Donc, bon, en soi, je ne vois pas ce qu'il y a de génial à avoir créé ça. Ça veut dire, bon, ok, c'est encore, vous voyez, une école d'application africaine, comme la France a le génie de le faire. Non, écoutez, qu'on me dise, on a sélectionné parmi l'élite militaire africaine dans ces 5 pays, ou même plus, parce que ça nous concerne tous. G5 Sahel, bon, ça c'est des mots qu'on met à la place des choses. Ça fait bien G5, ça fait G20, alors ça ressemble à quelque chose de génial et de très sophistiqué. Non, ça n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Je vous dis, si on fait le compte de ces gens qui constituent la menace terroriste dans la zone dont on parle, c'est peut-être 3000 personnes, tout niveau confondu. Et on va me dire que pour ces 3000 personnes, pendant toutes ces années, on a autant de mal. Avec les moyens militaires très coûteux que l'on met, on a autant de mal. C'est pas l'Afghanistan, quand même. C'est pas encore ça. Vous voyez, en Afghanistan, on n'a pas réuni des cerveaux spéciaux. Hein. On a mis des gens capables d'affronter le danger terroriste. Il est partout. On a beau avoir, je sais pas, 2000 généraux, d'accord, que dans les rues de Ouagadougou, on n'est pas toujours en sécurité. Dans les rues de Bamako, on continuera d'enlever les officiers au coin d'un buisson. Donc, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est pas la réponse. Alors, bon, j'applaudis pas parce que c'est la rentrée et qu'au bout de 8 mois de tribulation académique, ils vont devenir des généraux. Bon, ok, pour diriger des fantassins, qui vont faire quoi concrètement? Vous voyez, qu'on me dise, on a sélectionné dans le génie militaire africain des gens pour les envoyer à West Point, pour les envoyer encore à Saint-Cyr, ou à l'école de guerre. Des écoles de guerre, il y en a. L'école d'état-major, l'école de guerre, il y en a à Paris, en France, à l'école militaire. Et il y en a à Saint-Cyr-Couët-Quidan, mais il y en a partout, à Sandhurst, en Angleterre. Qu'on me dise qu'on est en train de les envoyer dans les meilleures écoles d'Europe pour les former au même niveau de compétences que leurs collègues américains, européens, là, je dirais qu'on est en train de faire quelque chose. Mais qu'on me dise qu'on a créé un bidule quelque part au fin fond de la Mauritanie pour y empaqueter des Africains pour leur donner de grade de général parce qu'on a créé quelque chose de génial, ça, je trouve que c'est totalement vain. Vous pensez que ça va être une formation au rabais? Mais complètement. Mais écoutez, on va être très très clair. C'est un peu comme à l'époque coloniale, on formait les médecins africains à Dakar. C'est des médecins spécifiques pour l'Afrique. Vous voyez? Et quand vous les envoyez en stage d'application en Europe, les malades refusent qu'on les opère et leurs collègues disent non, t'es pas encore suffisamment au point pour faire ce que nous on fait ici. Non. Ce temps-là, il est révolu, mais malheureusement, pas dans la tête de beaucoup de gens. Et j'ai l'impression que ça continue encore. On nous dit première rentrée du collège de défense du G5 Sahel. Et il faut dire bravo. Non, moi, j'applaudis pas.
Parce que je dis, on est toujours dans cette mentalité d'infantilisation. Attendez, vous voyez un peu le truc? On va prendre 35 officiers et à la fin de 8 mois, ils deviennent tous des généraux. Mais franchement, on forme des généraux en 8 mois. On les forme au combat. On les forme, vous voyez? C'est autre chose, l'armée. Je pense que c'est l'armée, la formation théorique d'un militaire, ça vaut comme un renseignement. Vous voyez, s'informer de certaines choses. On peut le faire dans son lit. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir des sites spécifiques où on rentre pour apprendre des choses, s'informer de certaines réalités théoriques. Mais la guerre contre le terrorisme, c'est quelque chose du quotidien. Dites-moi, ces gens, ces généraux, quand ils vont sortir, quels moyens auront-ils pour affronter le mal qu'ils sont censés combattre? C'est pour la France un moyen de se laver les mains, de sortir discrètement du Sahel? Non. Il y a l'uranium. Il y a plein de choses encore à protéger. Voyez? Mais là, tout ça, c'est pour ça. On a aussi quand même... Est-ce que cette école ne peut pas aussi être considérée comme une école d'une approche africaine de lutte contre le terrorisme? Dis donc. Parce qu'il y aurait une spécificité africaine au terrorisme. Quand Boko Haram vient, il rafle des enfants, il place des bombes. C'est pas des bombes fabriquées made in Africa, hein? Non. L'ingénierie du mal, il n'a pas de nationalité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Al-Qaïda, Boko Haram, c'est la même chose, c'est les mêmes procédés. Alors, on va avoir une approche africaine contre Al-Qaïda et puis une autre approche pour... Non, attendez, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais on est quand même sur un théâtre africain et il faut des officiers africains qui maîtrisent le terrain, qui maîtrisent la guerre, enfin, c'est-à-dire la façon africaine d'aborder le problème. Mais attendez, vous pensez sincèrement qu'on ne peut pas trouver 35 officiers dans les armées africaines de ces 5 pays, tout confondus, pour avoir une réponse possible à ce problème? Ils n'y réfléchissent pas? Ils n'ont pas fait des écoles d'application? Ils n'ont pas fait des écoles de guerre? Ils n'ont pas... Non mais écoutez, certains ont fait des écoles d'état-major. Ils ont reçu de bonnes formations ailleurs. Ils ne savent pas les mettre en pratique. Et il faut créer une école spécifique pour les ramasser et dire, voilà, on vous forme pour devenir des généraux. Bravo. Et puis ensuite, quoi? Mais c'est pas une guerre des généraux. Comment ça se comprend aussi que Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad n'aient pas les moyens à eux 5 ensemble de financer cette lutte-là? Ah ben c'est bien là que se pose la vraie question et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, là encore on dit, voilà, on est toujours dans cette mentalité racornie. On pense encore à toi au Boana, dis-nous ce que t'as pas en nana, c'est toujours ça. C'est ça. Quand on me dit, oui, mais avec l'aide de la France, mais on va vous dire que tout c'est financé par la France. Oui. Et puis voilà, ils sont là en spectateurs, ils sont venus, on les a sélectionnés, et puis voilà. Mais c'est pas parce qu'on est sorti bardé du grade de général qu'on est compétent pour affronter le terrorisme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas de ça qu'il s'agit. Cette guerre-là n'a pas besoin de généraux africains. Elle a besoin de moyens. Elle a besoin. Mais attendez, on est quand même à une époque où avec des drones et des moyens très, très sophistiqués, hein, on peut donner la pointure de votre chaussure dans votre chambre, d'accord? Mais on n'est pas capable de dénicher un djihadiste au fin fond d'une dune, ou, vous voyez, dans une zone... vous voyez? Et il faut former des généraux spéciaux enfin, des généraux de force spéciale pour débusquer ces gens dans un espace qui est grand comme... peut-être 40, 50 fois le Togo. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est même plus une question de frontières. Parce que justement, on a pris des pays dits sahéliens, mais il y a longtemps qu'ils ont exfiltré, qu'ils sont partout. Ils sont au Cameroun aussi. C'est frontalier du Tchad, d'accord. Mais il suffira des officiers tchadiens pour résoudre le problème au Cameroun? Dites-moi. S'ils descendent et qu'ils viennent à Kribi, c'est les officiers maliens qui vont venir là-bas? Non. Le problème, Boko Haram, c'est des cousins de Boko Haram. Ils sont dans la même mouvance. Ils n'ont pas besoin de passeport ni de visa. Ouais. Il suffit qu'ils traversent les dunes et ils sont dans un autre pays. Ils peuvent agir à tout moment, tous les jours. Il leur suffit même pas... Ils ont peur de personne, puisqu'il leur suffit d'aller attaquer un marché quelconque. Vous voyez? À Tintabaraden ou, je sais pas, à Zender, ils peuvent agir partout.
Alors, il faut des généraux pour ça? Ça veut dire que l'approche est faussée? Mais pour moi, complètement. Pour moi, l'approche, elle est faussée complètement. Mais alors, quand on a des généraux, après, il faut une formation spéciale pour les colonels, après pour les capitaines. Et on va descendre comme ça dans le rang jusqu'au premier fantassin? Non. C'est ridicule. On change de sujet, on va parler maintenant de la France. Après 2 semaines d'attente, la France a mardi un nouveau gouvernement remanié après le départ fracassant début octobre du ministre de l'Intérieur et l'arrivée de personnalités mal connues du grand public dans un contexte de forte impopularité du président Macron. Cette nouvelle équipe qui compte peu de poids lourds politiques veut apporter un second souffle au quinquennat d'Emmanuel Macron, tombé très bas dans les sondages après un été et une rentrée chaotique. Le président doit intervenir dans une courte allocution enregistrée d'avance, c'est ce qu'a indiqué ses services. Mais là déjà, Maître, comment on explique que ce remaniement a été autant difficile pour l'exécutif français? Le casting d'un gouvernement est un exercice difficile, sans aucun conteste. Vous voyez, on ne choisit pas des gens comme ça par affinité. On ne doit pas les choisir uniquement par égard pour le zèle qu'ils ont eu pendant une campagne électorale. On ne doit pas les choisir parce que ils sont plus près du cœur du pouvoir. Non, c'est des approches techniques, parfois technocratiques aussi, mais combinées avec des aptitudes politiques, parce que l'action gouvernementale implique de prendre des décisions courageuses politiquement, mais techniquement compatibles. Parce que c'est des décisions qui doivent s'inscrire dans la durée et qui doivent correspondre à un intérêt général, qui dépasse le souci d'un électorat. C'est ce pourquoi c'est difficile. Et l'erreur que l'on fait souvent, c'est de faire des gouvernements pour plaire à ses électeurs, pour récompenser les gens qui ont été très zélés pendant la campagne. Donc, M. Macron est dans une approche différente. Et là-dessus, je le salue parce que il faut amener cette fraîcheur-là dans la vision politique et dans les façons de faire de la politique aujourd'hui. Vous voyez ? Parce que, oui, le macronisme est une réalité transcourant. Dans un gouvernement où il y a des gens qui sont de droite, de gauche, de centre, je pense que la France entière se retrouve plus à l'aise parce que ce n'est pas un gouvernement de dogmatique, c'est pas un gouvernement d'apparatique de parti. Donc c'est compliqué, surtout quand on voit le calibre de ceux qui sont partis et qu'il faut remplacer. C'est difficile après ça de faire de l'improvisation. On reprochait à un président de réfléchir 15 jours avant de nommer un ministre de l'Intérieur dans un pays qui est confronté quand même à des problématiques sécuritaires très préoccupantes. Je pense quand même que on lui fait très mauvais procès. Mais là, Emmanuel Macron, il a d'abord essuyé la démission de Nicolas Hulot, puis Gérard Collomb. C'est quand même des poids lourds qui l'ont quitté. Ça veut dire que dans l'appareil macronisme, ça ne va pas. Écoutez, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne suis pas qualifié pour poser un diagnostic sur ce qui ne va pas dans le macronisme. Mais alors, quand vous dites le macronisme, justement, le macronisme est fait de diversité et il se constitue d'hommes qui sont libres. Voyez, c'est parce qu'ils ne sont pas serviles qu'ils sont capables de démissionner en se destinant à autre chose. Monsieur Collomb, qui était ministre de l'Intérieur, préfère regagner la mairie de Lyon où il a exercé ses talents pendant plus d'une vingtaine d'années. Il préfère ça. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de dire non. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'exercer une autonomie de pensée quand il est en confrontation avec son président. C'est ça qui est bien. Il n'a pas peur de partir, il n'a pas peur de déplaire. Mais donc, c'était la raison quand même officielle, parce qu'on a vu Gérard Collomb annoncer sa démission. Le président a refusé, il a insisté, et beaucoup disent que c'est parce qu'il y a un malaise au sein même de l'exécutif. Mais écoutez, il est sain dans un gouvernement qu'il puisse y avoir friction et opposition entre le président et certains de ses collaborateurs.
Et justement, je dis, c'est un hommage rendu à la démocratie que de voir un ministre capable de démissionner sans fracas, sans insultes, pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il se sent plus en phase avec certaines visions ou certaines décisions de sa hiérarchie gouvernementale. C'est sain pour la démocratie. On ne voit pas ça beaucoup dans nos pays, des gens capables de renverser la table et de faire poser un clash. L'ancien président français François Hollande avait quand même critiqué, dès déjà 2 jours après le départ de Gérard Collomb, quand il n'a pas encore trouvé c'est purement politicien. C'est purement politicien. Et je dirais même que c'est un coup bas. Il estimait que le ministère de l'Intérieur est un ministère trop sérieux pour qu'on mette autant de temps à pouvoir à ce poste. Mais justement, je dis qu'il est trop sérieux pour qu'on prenne le temps de pouvoir y mettre quelqu'un dont le talent et les aptitudes ne sont pas discutables. Attendez, monsieur Hollande, ça va, il fait de l'effet de communication uniquement. Mais qu'on soit sérieux 2 secondes. Qu'il n'y ait pas de ministre à la place Beauvau, ça va rien changer. Vous avez vu, quand il y a eu de l'inondation, les services se sont déployés tout seuls. Le préfet a suffi pour prendre les décisions qu'il faut, ministre ou pas ministre. Voyez, il arrive parfois que des ministres soient malades ou qui partent en congé, ou parfois qu'ils soient empêchés sérieusement par certains effets de la nature. D'accord ? Bon, alors, il ne faut pas non plus nous dire que pendant 15 jours, il n'y a pas eu de ministre. Alors quoi, la France s'est-elle écroulée ? Non. On n'a pas eu une vague d'attaques terroristes. Il y avait des policiers dans les rues et ça rassurait la population. Une rue sans policiers, ça nous inquiète. La place Beauvau sans ministre, il arrive qu'il voyage. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est un plaisir. On observe un moment de pause et après, on passe à regard croisé.